27 for Life sur radio27.be. Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons donc cet après-midi avec notre programme 27 for Life qui nous emmène tout doucement vers la deuxième partie de cet après-midi. Donc vous êtes avec Thierry Toussaint et Aurélie Delvallée. Bonjour Aurélie. Bonjour. Ça va ? Écoute, ça va mieux avec le micro du coup, mais voilà, je ne m'attendais pas à cette petite intervention. Mais écoute, du coup, tout va bien maintenant. Voilà, comme on dit dans les émissions plus commerciales, ce sont les aléas du direct. Exactement. Et donc, si vous nous écoutez ou vous nous visionnez en direct en ce moment, c'est que vous êtes connecté sur la bonne station. Vous êtes connecté sur le site de radio27.be. Et je vous rappelle, n'hésitez pas, vous pouvez communiquer avec nous via le chat de la radio ou via la page Facebook. Et comme ça, nous envoyer des messages, vos coups de gueule, ainsi que toutes vos questions. Nous ferons un plaisir de relayer tout ça à nos invités, grâce à Xavier, qui est derrière, que je remercie d'ailleurs. Ou peut-être même, vous pouvez nous rejoindre dans le studio et avec, rejoindre le public attentif et enthousiaste qui est présent, qui va se manifester là pour une fois. Allez, faites un peu de bruit derrière. Faites un peu de bruit, le public. Voilà, alors peut-être que dans le cube en face, on se prive de manger, mais ici, en tout cas, on vous offre un bol de soupe gratuit, offert et sans publicité. Alors voilà, vous avez choisi Radio 27 et vous avez bien raison. Bref, avec cette nouvelle émission, nous allons aborder un nouvel aspect de la pauvreté, à savoir la tension entre formation et pauvreté. Est-ce une opportunité ou au contraire une pression supplémentaire sur les épaules des plus précarisés ? Aurélie, qui accueillons-nous pour cette émission Pauvreté, formation ? Non, tu ne vas pas me répondre là-dessus. OK. Ce n'est pas grave. Donc, nous allons en tout cas les accueillir. Elles vont tenter de répondre à nos questions. Alors, lire et écrire d'abord, et sa directrice, Sophia Papadopoulos. Bonjour Thierry. Et donc, tu représentes lire et écrire. Tu pourrais parler un petit peu de lire et écrire ? Oui, donc lire et écrire, en fait, c'est un centre de formation en insertion socio-professionnelle. Donc, nous accueillons des adultes, donc toute personne de plus de 18 ans qui rencontrent des difficultés avec ce qu'on appelle les savoirs de base, donc la lecture, l'écriture, calculer. Pour lire et écrire... l'alphabétisation, on va dire, n'est pas une fin en soi, mais vraiment un outil qui permet à la fois à la personne de pouvoir travailler sur son autonomie, mais aussi sur la confiance en elle, et tout ça pour éventuellement répondre à son projet de vie qui serait de retrouver de l'emploi ou de rentrer dans une autre formation qualifiante par après, ou accompagner ses enfants dans sa scolarité, retrouver ou trouver plus d'autonomie dans la vie de tous les jours. Donc voilà, nous sommes, ce qui nous caractérise, j'ai envie de dire, c'est vraiment toutes nos approches pédagogiques, donc qui relèvent de ce qu'on appelle l'alphabétisation populaire. C'est-à-dire qu'on part vraiment des savoirs des personnes pour construire de nouveaux savoirs, quoi. Il y a des gens à lire et écrire en Brabant Wallon, il y a des gens qui ne savent pas lire et écrire, qui ont des difficultés ? Voilà, donc il y a des gens en Brabant Wallon qui se trouvent en difficulté avec la lecture, avec l'écriture. Et nous avons, en tout cas l'année dernière, sur l'année 2017, accueilli un peu plus de 300 personnes en formation, oui. Eh bien, merci Sophia pour cette présentation brève mais bien complète de lire et écrire. Alors, je vais me tourner vers Jean Peters, qui travaille aussi pour lire et écrire. Bonjour Jean. Bonjour. Alors Jean, tu vas nous parler aussi de cette thématique-là, pauvreté, formation, quelle misère. Alors pourquoi ce choix de mots et quel lien avec l'apprentissage de la formation ? Eh bien, voilà, donc je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais pour la deuxième fois consécutive, il y a un grand aquarium sur la grande place de Nivelles, l'aquarium Viva for Life. Donc c'est un événement remarquable et remarqué. Et nous avons pris l'option avec les partenaires de Radio 27 d'ouvrir un débat, cette année encore, sur la question liée à la pauvreté. Et au-delà de la pauvreté infantile, comme elle est affichée ici sur la Grande Place, à travers les témoignages des personnes qui sont en formation chez nous. Donc nous formons des adultes, bien sûr, donc des parents aussi. Voilà. Et donc cette démarche est essentielle parce que on a récolté leurs paroles et leurs réflexions à propos de la pauvreté dans un cadre institutionnel où nous constatons par ailleurs que la précarité est malheureusement le lot de beaucoup d'entre eux et avec des impacts sur leur parcours de formation. Donc voilà.
Voilà, donc je précise, Jean, donc, que tu n'es pas venu tout seul, tu es venu accompagné. Non, je ne suis pas tout seul, je suis venu accompagné, même de manière charmante, de ma collègue Tida. Bonjour à tous. Voilà, qui peut se présenter peut-être. Mais je m'appelle Tida et je suis coordinatrice pédagogique au sein de Lire Écrire Brabant Wallon. Voilà, et également de Zoé. Bonjour. Bonjour Zoé. Et qui es-tu Zoé ? Je suis stagiaire assistante sociale à Louvain-la-Neuve. Voilà. Et donc, tous les trois, nous sommes allés sur le terrain rencontrer les apprenants et leur demander quels étaient leurs points de vue autour de ce grand barnum qui s'appelle Viva for Life et les questionnements qu'ils ont par rapport à la pauvreté et leur situation, leurs difficultés qu'ils rencontrent à travers la formation. À ce propos, j'aimerais bien compléter les dires de Jean. Nous avons mené au sein de notre mouvement une recherche-action sur la dynamique motivationnelle en lien avec Étienne Bourgeois, qui est professeur honoraire à l'Université de Genève et qui se questionne depuis plus de 30 ans sur les processus d'apprentissage chez l'adulte. Et il les aborde sous différents angles. Mais ce qu'on remarque essentiellement, c'est que le parcours des apprenants est souvent perturbé, un peu chaotique. C'est pas en ligne droite. Il y a beaucoup de difficultés pour venir en formation, déjà d'aborder la formation. Et donc, c'est ce qu'on voulait mettre aussi en avant par le biais de nos capsules. Alors, donc, vous parlez d'une étude faite en collaboration avec Lire Écrire et l'UCL, c'est ça ? Non, c'est au sein même du mouvement Lire Écrire. Lire Écrire a commandité une étude donc, autour de la situation de la motivation, la dynamique motivationnelle, pour le dire bien. Hein. Voilà, comme c'est bien dit. Et donc, Étienne Bourgeois, au fond, tu peux nous dire 2 mots sur qui il est précisément ? Étienne Bourgeois, il est professeur honoraire à l'Université de Genève. Il a travaillé, il fait vraiment un travail de fond sur les processus d'apprentissage chez la personne adulte. Et donc, il a travaillé pendant longtemps en collaboration avec le mouvement Lire et Écrire. Et c'est pour pérenniser ce travail et ce questionnement que nous avons fait appel à Étienne Bourgeois dans le cadre de la recherche-action. Tu peux nous rappeler le titre de la recherche-action ? Ça s'appelle se former, se transformer en alpha, dynamique d'engagement, effet de formation, freins et ressources. Ça se trouve en ligne sur notre site internet Lire Écrire, si vous voulez en plus de détails. Mais voilà, l'information est donc complète comme cela. Alors vous n'avez malheureusement pas pu venir aujourd'hui avec des apprenants qui fréquentent vos formations. Ah, et il y en a un petit changement. Là, on me dit, mais oui, ils sont là, mais c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc, et vous nous avez aussi apporté des enregistrements, c'est bien ça ? Donc je vous propose d'écouter les 2 premiers témoignages d'Yves, d'Hervé, Rachida et Ahmed, et ensuite de commenter. Alors à ce moment-là. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous aide ? Moi je trouve qu'ils aident pas parce que je vais prendre l'exemple de ma mère. Ma mère travaille tous les jours. Je sais pas, on lui prend beaucoup d'argent et il ne sait pas payer ses factures. Et j'ai pas l'impression que l'État aide beaucoup ma mère. Même si tu travailles, mais tu gagnes quand même moins. Vous avez aussi cette impression de gagner moins quand on travaille ? Quand par exemple tu ne travailles pas, tu gagnes peut-être 1000. Par exemple, quand tu commences à travailler, le boulot, peut-être tu vas avoir 1200 ou quelque chose. Les gens disaient toujours, ça ne suffit toujours pas. C'est ça le problème. Bon, les gens qui ont des enfants, suivant avec ça, avec un peu que l'État donne à des enfants, ça peut épauler un peu, comme j'attends toujours les gens parlent. C'est à peu près comme ça. À la fin, j'ai toujours des dettes à payer, je suis toujours à moins. Donc, chaque mois. Donc, l'argent que tu gagnes, tu payes tout. Après, à la fin, tu restes avec rien du tout. Tu es obligé de rentrer un peu dans le moins, des 100 €, 150 €. Après, prochain mois, la banque, ils vont retirer ça. Tu continues, on vit toujours comme on tourne par... Oui, mais ça dépend du travail aussi. Tu ne gagnes pas beaucoup et oui, il y a des travail que tu gagnes beaucoup. Comme ingénieur, quelque chose ça, Rachida a raison. Moi, je vais ajouter quelque chose. Rachida a raison. Mais pour gagner comme ça, il faut participer à l'école. Il faut laisser toute ta vie d'aller à l'école. Oui, c'est ça. Si tu veux gagner ça, il faut se sacrifier. Hein. Ce que eux, vous n'avez pas eu cette chance-là. Donc, malheureusement. Pourquoi c'est un mauvais exemple? Si un enfant
elle vit avec ses parents sont pauvres. C'est tout, c'est pas... Mais tu veux dire qu'il n'y a pas de honte à être pauvre? Voilà. Ah oui, d'accord. C'est ça. Mais ici avec Viva for Life, quand on fait tout un spectacle autour de la pauvreté... Les gens dansent, regarde toi, tu es un pauvre, tu viens là pour donner l'argent. L'étiquette. Ouais. Tu n'aimes pas l'étiquette pauvre. Ça t'ennuie, oui. Même l'enfant, comme elle entre à l'école, avec les enfants avec lui, mais des gens regardent les vidéos, peut-être elle passe à la télé, peut-être des trucs comme ça. Ça crée un malaise. Et on parlait du show médiatique tout à l'heure. Ahmed, tu avais dit quelque chose qui me semblait utile à retenir. C'était la question tu disais, mais c'est pas les enfants qui sont pauvres. Mais je veux pas influencer ton idée. Oui, moi j'avais dit que j'aime pas trop quand on dit l'enfant pauvre. L'enfant, il n'a jamais été pauvre, c'est les parents qui sont pauvres. Mais les systèmes, pour avoir de l'argent, pour récolter l'argent, il faut passer par là pour dire que les enfants pauvres, pour pouvoir gagner de l'argent. Parce que quand il dit les familles pauvres, les parents pauvres, ils ne vont pas avoir l'argent qu'il faut. Alors, ils ont fait ce système pour dire que l'enfant pauvre. Alors, moi, je n'aime pas ces mots-là pour l'enfant pauvre. L'enfant n'est pas pauvre, c'est les parents qui sont pauvres. Eh bien voilà, donc au fond c'est le bon sens qui s'exprime ici, hein, c'est vrai, c'est la question de la pauvreté, c'est pas juste des enfants pauvres, c'est beaucoup plus large que ça, évidemment, et que la question finalement est plutôt indirecte. Hein. Il y a des enfants pauvres parce qu'il y a des parents pauvres, en fin de compte. Vous êtes toujours sur radio27.be pour l'opération 27 for Life, et nous sommes en compagnie de Jean, Tilda, Zoé, c'est bien ça? Je n'ai pas toujours une bonne mémoire, et sa directrice Sophia. Et donc, pour faire la mot de ponctuation, aussi autour de la table, nous avons Aurélie. Voilà donc, nous avons entendu des témoignages assez importants. On sent l'émotion qui est là, on sent que ce n'est pas une démarche facile, et puis c'est aussi une certaine manière de reprendre la parole. On s'en réjouit tous, parce que peut-être que pendant tant d'années, on ne les a pas écoutés, et peut-être qu'on ferait mieux de les écouter, parce que les écouter, eux, c'est sans doute nous écouter, nous. Donc, voilà, peut-être des réactions pour chacun autour de la table qui souhaite réagir en premier. Je vois Jean qui bouge un petit peu. Oui. Jean. Oui, donc voilà, donc on a effectué ce travail sur le terrain. Donc on sent très bien que à travers ça, il y a une question de dignité, de perception. La pauvreté, c'est très relatif selon du point de vue où on se situe. Il y a la question aussi de la famille, et la famille, je pense que pour pas mal des personnes qui fréquentent nos formations, mais pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs, c'est une forme de richesse. Et donc déclarer ces enfants pauvres, il y a quelque chose qui relève de l'ordre de l'indignité et d'un vécu vraiment difficile, je dirais, à assumer. C'est ce cliché, cette étiquette, voilà. C'est ma première réflexion autour de ça. Vous discutez souvent avec vos collègues, j'imagine, dans les autres régions. Peut-être pour reprendre un petit peu ce qu'on disait en début d'émission, en Brabant wallon, l'atteinte à la dignité est plus importante pour les personnes en situation difficile? Oui, tout à Sophia. Fait. Se trouver effectivement dans un environnement où il y a un certain niveau de vie qui est quand même un des plus élevés de la Belgique francophone. Hein, le Brabant wallon, c'est quand même la Wallifornie, quoi. Hein. Donc, se retrouver en situation de précarité dans un milieu où il y a une pression à tous les niveaux, puisque à la fois les loyers, mais j'ai entendu Jacques Duponchel en parler, donc le logement est cher, mais aussi les magasins peut-être d'alimentation, etc. Tout ça est au niveau de vie du Brabant wallon. Et donc, c'est beaucoup plus difficile, effectivement, de vivre en situation de précarité dans un milieu où ce n'est pas du tout le cas, quoi. La difficulté, c'est la cherté ou c'est les inégalités sociales quand on veut retrouver sa dignité? C'est la cherté et les inégalités sociales, évidemment, parce que c'est encore beaucoup plus difficile de pouvoir peut-être, justement, comme disait Jacques Duponchel, aller toquer à la porte, etc., évidemment. Tida, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, ce que je voulais rajouter, c'est que tu parlais des émotions. Je pense qu'elles sont assez fortes auprès des apprenants. C'est pouvoir reprendre la parole, en effet. Et on voit aussi dans leur discours le fait de pouvoir... défendre, lutter. Je pense que c'est dans le quotidien où ils sont là-dedans et ils ne voient pas nécessairement non plus leur précarité, leur propre précarité.
On parlait de frein à l'entrée en formation, c'est à la fois un moteur parce qu'ils sont dans la lutte. Donc c'est plutôt positif, on retrouve des forces au fond, de la solidarité, de la camaraderie, c'est ça? Je regarde un peu les apprenants qui sont juste présents et qui nous font signe, voilà, qui confirment donc. Alors j'ai peut-être une question là avant de passer à une pause musicale, quelques questions qui nous arrivent du chat. D'abord, je salue Patrick qui nous écoute. Alors Patrick, c'est vrai qu'il a conçu un peu tout le plan de l'émission. Aujourd'hui, il n'est pas là et donc parce qu'il a dû se faire opérer. Et puis voilà, ça, des choses qui arrivent. Les accidents de la vie, ça arrive. Pour certains, quand on se fait opérer, c'est l'endettement pour longtemps. Pour d'autres, c'est simplement une opération. On voit déjà bien la différence ici qui se marque pour beaucoup d'entre nous. Alors sur le chat, donc il y a une question qui se pose au fond par rapport à un travailleur ou au travailleur de lire écrire qui dit au fond comment est-ce qu'on développe la motivation des travailleurs quand la situation se dégrade plus qu'elle ne s'améliore. Sophia. Comment est-ce qu'on développe la motivation des travailleurs de lire écrire, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, oui. Un peu les gens qui sont un peu face à continuellement à ces difficultés, voilà. Des fois ça les impacte aussi tout quelque part. Tout à fait. Donc effectivement, le travailleur social et notamment le travailleur à lire-écrire, quelle que soit sa fonction, se trouve face à une situation. On voit d'année en année effectivement qu'il y a, pour des personnes, ça devient beaucoup plus difficile. On se rend compte qu'au niveau du public, ça devient... Voilà, les fins de mois sont beaucoup plus compliquées. Il y a, et comme disait Tida, le parcours qui se hachure et qui se rompt parce que il faut sortir de la formation, parce qu'il faut trouver absolument des solutions pour vivre. Voilà. Et donc, on est impacté en tant que travailleur, on se soutient mutuellement, on revendique, on pousse les portes, on tape sur la table, on alerte, on informe, on sensibilise, mais on est évidemment en tension et parfois en grande difficulté, même émotionnelle, simplement humainement, quoi. Voilà. Alors Tida, Zoé, justement, Zoé, peut-être une question, tant qu'à faire. Alors voilà, on a une dame qui est stagiaire, assistante sociale à Cardin à Louvain-Neuve, donc qui est en première année, deuxième année, troisième année? Deuxième année. En deuxième année, c'est la meilleure. Donc la question, peut-être, c'est quelque chose que tu as constaté, ça, en fréquentant au fond les différents permanents de lire et écrire, cette sensibilité-là, ou cette motivation des fois qui peut être un petit peu bousculée par ce qu'ils vivent? Mais je pense que c'est un travail qui est pas facile tous les jours parce qu'on est vraiment confronté, on est dans le vif du sujet, on se rend compte vraiment. Mais la motivation est là et il faut agir pour changer les choses, quoi. Si personne n'agit, on reste dans le cercle vicieux, quoi. Donc je pense que oui, la motivation est là et même si parfois oui c'est plus difficile, mais on finit par réfléchir à pourquoi peut-être on fait ce qu'on fait et alors on continue, quoi. Sans être indiscret, tu peux nous dire ce qui t'a motivé à choisir ce stage à lire-écrire? Oui, en fait, moi déjà, je m'interrogeais sur l'éducation en général, donc peut-être les problèmes d'éducation, le système éducatif. Et en fait, je suis tombée sur le site de Lire et Écrire et ça m'a beaucoup parlé de voir que les conséquences que certains profs peuvent avoir vis-à-vis des élèves peuvent amener à avoir des conséquences si graves dans la vie des personnes jusqu'à les rendre précaires. Merci Zoé. Alors il y a une autre question sur le chat aussi intéressante d'ailleurs. Au fond, c'est le problème qui pose de manière un petit peu, taquine, de dire, au fond, lire-écrire est toujours là. Est-ce que le problème, au fond, est résolu par l'action de lire-écrire, puisqu'il est toujours là et qu'il devrait avoir disparu? Alors, c'est un peu ce qui est, en d'autres mots, est-ce que c'est pas le mythe de Sisyphe avec son caillou? Oui, Sophia. C'est un petit peu comme la question au préalable à Jacques Duponchel. Donc oui, l'idéal, c'est qu'on n'existe pas, mais pourquoi? Effectivement, il faut qu'un système scolaire soit un système scolaire efficace, qui tienne compte de tous les types d'enfants, de tous les types de familles, qu'il n'y ait pas de rupture éducative ni identitaire, et que tout le reste au niveau des services publics suive, évidemment. Et donc, effectivement, il convient donc de travailler à résoudre les causes, ou des fois, c'est les causes plutôt que les conséquences. Absolument. Eh bien, après ce premier débat, je propose une petite pause musicale avec Alain Souchon et Laurent Voulzy, Oiseau malin. Eh bien, voilà, vous êtes toujours sur radio27.be pour l'émission 27 for Life, le miroir réfléchissant de Viva for Life, et on espère qu'on va leur envoyer beaucoup de réflexions de manière qu'ils modifient leur opération d'avenir et qu'ils la rendent un peu moins caritative et un peu plus politique. Oui, le mot est lâché. Mais cela dit,
En revenant 2 secondes sur ce qu'on parlait, de cette espèce de désespérance que les travailleurs pourraient avoir face à une situation quand même quelquefois très difficile et qui ne réduit pas, que du contraire, elle s'aggrave. Et les réécrire, il est pour rien, effectivement, il contribue plutôt à faire en sorte d'apporter des solutions. Mais cela dit, effectivement, il y a aussi la question sur la précarité des travailleurs et cet étrange rapport qu'il y a entre un travailleur dans une association et les gens qu'il rencontre, ce qui a radicalement changé peut-être en 40 ans. Alors ça, c'est vraiment pour les vieux que je parle, puis j'informe les jeunes. Voilà. C'est qu'il y a 40 ans, effectivement, on traitait la pauvreté parce qu'on avait des gens qui étaient dans une espèce d'infra-pauvreté, tandis que maintenant, on voit des similaires à nous-mêmes, mais qui sont simplement, n'ont pas eu de chance, ont eu un accident et ça va très vite. Ce qui rend effectivement d'abord une solidarité importante, mais aussi quelque part des questionnements. Bien. Cela étant dit, Tida va nous amener effectivement un texte dont elle va nous parler. Oui. Dans ce travail par rapport aux apprenants, nous avons essayé aussi de récolter un peu au niveau du débat par rapport à l'action Viva for Life. Et donc ce qui est ressorti de leurs impressions, c'est que parfois le pouvoir public peut aider, mais qu'il tue également. C'est-à-dire qu'il peut donner d'une main, mais qu'ils n'ont pas l'impression d'être aidés de l'autre. Et donc il y a l'importance aussi que les taxes, c'est ce qui est ressorti, que les taxes étaient importantes pour pouvoir gérer les choses et que ça a plus de sens de faire les choses de manière collective que individuellement. Ça signifie peut-être, Tida, alors à ce moment-là, qu'il y a un questionnement sur la justice fiscale ou c'est... C'est tout à fait ça. Il y a un questionnement sur la justice fiscale puisque eux se trouvent en situation difficile, ne se sentent pas aidés à ce moment-là. Il y a eu un apprenant qui disait... justement, le texte d'Aguinaldo que je vais lire, c'est un apprenant qui a travaillé auparavant et qui s'est trouvé dans une situation un peu difficile. Je vais vous le lire parce que Aguinaldo parle le portugais, il a un accent très chantant, mais je pense que ce sera plus compréhensible. Tu vas donc être sa voix. Voilà. Moi, avant, j'ai travaillé comme ouvrier durant 5 ans. J'ai subi une opération. Maintenant, je suis sur la mutuelle. Avant, je gagnais un salaire de 2500 €. Je paye la maison, 1000 € et quelque chose. Et j'ai 3 filles. Maintenant, je n'y arrive pas. Je suis obligée de faire un crédit. Quand je décompte tout, je perds par exemple 500 €, 600 € chaque mois. Année après année, je me suis mis dans des dettes. C'est difficile. Par exemple, la mutuelle, c'est important. Je ne connaissais pas les lois avant. Après mon opération, j'ai reçu des factures de l'hôpital et c'est la mutuelle qui a payé. Je ne connaissais pas ça avant. Au moment de l'opération, j'ai été obligée de payer une partie des factures de l'opération. Et c'était beaucoup d'argent. 700 € de frais d'hospitalisation. Le problème, c'est le paiement de la maison. La maison coûte cher. Il faut que je paye 1000 €, même si tu ne gagnes que 2000. Avec 3 enfants qui mangent, ce sont 3 enfants qui mangent, 3 enfants qui partent à l'école. Je dois prendre la voiture pour aller à l'école et pour aller au travail, payer l'assurance, des voitures, l'essence, ça ne va pas. Merci Tida pour cette lecture et donc d'avoir été la voix des sans-voix, comme on dit souvent. Alors, Jean, peut-être justement, la pauvreté, c'est aussi un seuil, un espèce de seuil fatidique dont tu vas nous parler. Mais oui, donc voilà, donc pour beaucoup de personnes, par exemple, la présentation qu'elles ont de la pauvreté est assez différente, hein, donc c'est assez relatif, ça dépend du point de vue où on se met, etc. et tout. En tout cas, pour les personnes que nous avons interrogées, donc c'est le cliché, le pauvre, c'est celui qui vit dans la rue, qui n'a rien, qui dort sous un pont, enfin voilà, donc on en est là. Mais alors à un moment donné, on a fait un petit jeu, on a fait un petit exercice, et donc on leur a dit que les chiffres aujourd'hui d'estime de personnes en situation de pauvreté, le seuil de pauvreté se limite s'élève à 1139 € pour une personne isolée et à 2392 € pour une famille, donc parents et 2 enfants. Effectivement, ce n'est pas simple. Alors. Donc, de vivre avec des sommes comme celle-là, à 4 pour 2000... Combien tu dis 2392 €, donc c'est ça? À 4, oui, c'est ça. Donc je relis 2392. Donc c'est assez précis. Mais ce qui ne veut pas dire qu'avec 2500 €, à 4 personnes, on vit confortablement non plus. Hein, donc c'est assez théorique. Mais donc en ayant présenté les choses comme ça, on s'est rendu compte que parmi les personnes interrogées, évidemment, il y en a très peu, même à 4. Qui arrivent à ces montants-là. Et donc, ça a permis, en tout cas,
Voilà, donc de faire apparaître en tout cas cette tension entre le fait qu'ils vivent des difficultés dans leur vie de tous les jours, avec un niveau de revenus très bas. Alors évidemment, il y a la débrouille, hein, et le fait de dire qu'ils font partie d'un groupe dit pauvre. Et donc c'est l'étiquette de la pauvreté, évidemment, qui pose problème dans ce cas-là, parce que c'est, je l'ai abordé un petit peu tout à l'heure, mais on est dans le stigmate, hein, voilà, donc tu es pauvre, tu es catalogué, etc. et tout, et voilà. Et donc on sent très bien que la question de la dignité, de l'honneur, de l'amour-propre, voilà, est vraiment quelque chose de très important, et voilà, donc c'est vraiment un constat, quoi. Donc ce stigmatisme est réellement choquant. Merci Jean de nous avoir fait un peu le tour de la question. Alors peut-être autour de la table on veut réagir, rajouter quelque chose rapidement. Oui, rapidement, je pense que, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment, il y a à la fois ce réel positionnement des personnes, en tout cas qui viennent en formation chez nous et qui disent que c'est pas facile, qui le vivent ici, qui se sont rendus compte avec les chiffres qu'ils étaient quand même, ils étaient en dessous de ces montants-là mensuellement, mais en même temps avec on y va et on veut s'en sortir, quoi, cette dignité, quoi. Et donc quand je vois les affiches ici autour de nous avec les phrases "les pauvres ne sont pas des gens comme nous", pauvrophobie, etc., ça rejoint tout à fait ça, quoi. Ça se croise, quoi. Ils ne veulent pas, ils n'en veulent pas, quoi, de ces phrases. C'est la dernière violence, en fait, voilà. d'avoir voulu faire croire que les pauvres c'était pas nous. En fait, oui. On est tous en risque tôt ou tard de l'être. Ouais. Je voudrais rajouter aussi par rapport à l'accès à la formation que l'accès à la formation coûte. Même si la formation est gratuite chez nous, même s'il y a des interventions, etc. et tout. Donc il y a vraiment un élan de leur part aussi. Donc ils ne sont pas passifs, ils sont en action pour essayer de trouver une piste de sortie, une issue en tout cas. Et en fait c'est très fatigant plutôt, hein, de vivre ce genre de choses-là. Oui. Alors je vous propose d'écouter une deuxième série d'interviews que vous avez réalisées. Et donc cette fois-ci ce sont les témoignages d'Hervé et médiatrice. Joli. Oui. Hein, donc, il y en a un qui s'appelle Seuil de pauvreté, budget serré, et l'autre, la pauvreté, un état d'esprit. Rester positif, c'est peut-être un mantra. En 2015, le seuil de pauvreté, pour une personne qui vit seule, on considère que c'est une personne qui gagne 1 000 € 83. C'est considéré comme une personne pauvre. Quand on est en ménage, voilà. C'est ceux qui gagnent 2 274 €. J'ai gagné 800, voilà. Voilà, c'est en effet pauvre. Ah ben ouais. Est-ce que dans la situation ici, qui sont les personnes qui se considèrent comme pauvres? Les gens qui gagnent moins. Ouais. Quand tu gagnes moins, l'argent que tu gagnes, ça ne permet pas à quelqu'un de vivre pendant un mois, quoi. C'est ça que les gens là, on va considérer comme des gens pauvres, quoi. C'est ça. À l'heure actuelle, je pense que il y a beaucoup de pauvres. Et 1 000 € par mois, je pense que, est-ce que même en famille, 2 200 €, c'est aussi pauvre? C'est juste quoi. Ouais, c'est juste. Et donc, tu vas faire des choses, donc tu vas rester avec rien, quoi. Tu peux faire tout avec les choses des enfants, tout à la maison, mais après, t'as rien, quoi. Qu'est-ce qui reste? On paye la nourriture, on paye la maison, il reste combien à la fin du mois? Il nous reste Rien du tout. Des paiements. Des paiements. Il reste peut-être parfois des dettes. Oui, beaucoup de dettes. C'est énormément. Si le loyer là maintenant ça coûte cher. Il faut faire le programme, c'est ça le problème. Avec l'argent que tu gagnes, il faut faire le programme, il faut mettre comme les gens qui vivent ici, ça va. Mais les gens qui viennent un peu loin, il faut mettre tout dans le budget. Ce que j'aimerais bien que vous me disiez, c'est qu'est-ce qui fait que quelqu'un est pauvre ou pas? Parce qu'il y a des gens qui naissent pas pauvres et qui deviennent pauvres. Pourquoi devient-on pauvre? Mais c'est difficile à expliquer ça, parce que déjà, tu peux voir quelqu'un qui travaille, on peut dire ouais, il travaille pas. Non, c'est pas ça que tu travailles pas que tu es pauvre. Tu peux aussi avoir quelqu'un qui travaille mais il est pauvre. Donc c'est difficile à expliquer. Moi, je pense que les pauvres, c'est pour la tête. C'est dans la tête? Oui, dans la tête. Oui. Ouais. Pourquoi j'ai parlé avec ça? Tu dis, je n'ai pas d'argent.
Je n'ai pas... je reste sûrement à la maison, je mange argent pour les chômages, les CPAS, c'est rien. Il faut combattre. Il faut combattre pour chercher. Et pour les positifs, pour ton mind. Ah oui, dans ton esprit, dans ton... Oui. Oui, donc tu dis tu dois être positif. Oui. Tu dois réfléchir positivement. Ouais. Les choses, peut-être tu dis, je suis pauvre. Déjà, tu es pauvre ici à la télé. On va se battre, oui, on va combattre. On va chercher la vie. Peut-être que tu trouvais des choses pas beaucoup. Regarde comme les gens, ils habitent social, la maison sociale, la maison là-bas, il est moins cher. Les maisons sociales, tu parles des maisons sociales avec des loyers. Les loyers sont en fonction des revenus des gens qui habitent. Oui. C'est ça, oui. Moi, je pense les pauvres, c'est mentalité. C'est une mentalité. Oui. Ouais. Eh bien voilà, toujours des témoignages très très éprouvants, intéressants et à la fois qui, bon c'est un peu bateau, mais nous donnent quand même des leçons de vie d'une certaine manière, même si on ne souhaiterait jamais les donner ni les recevoir. D'ailleurs, voilà, mais en tout cas c'est clair qu'on entend bien qu'il faut se convaincre, en tout cas si on commence à se dire je suis, bien, il faut bien se dire c'est dans la tête, parce que si on est habité par ça en permanence, j'imagine qu'on ne sait même plus vivre du tout. J'imagine que c'est bien le cas. Il y a des réactions peut-être autour de la table, peut-être ? Alors nous avons un invité supplémentaire qui va se présenter. Michel. Et donc Michel, tu es apprenant à lire et écrire depuis combien de temps ? 2 ans. 2 ans, pas mal. Beau parcours, bravo. Et donc tu as entendu ici donc des apprenants, d'autres apprenants. Vous avez entendu ici les amis travailleurs de lire et écrire aussi. Alors peut-être une réaction autour de ce que vous avez entendu ? Michel, je sens que tu vas le dire. C'est pour ceux qui ont des dettes déjà. Oui, la difficulté de l'endettement. De les rembourser. C'est déjà une chose en plus, quoi. C'est même très dur parfois. Ok, mais oui, je comprends bien. Donc, Sophia, Jean, Tida, peut-être vous voulez réagir ? Oui, de nouveau, ici, par rapport aux témoignages et aux capsules, on revient vraiment sur le fait que voilà, comme tu disais, Thierry, hein, c'est un combat de tous les jours et c'est éprouvant pour eux, mais effectivement, la plupart veulent garder ils sont dignes dans ce qu'ils vivent et nous le partageons ensemble, collectivement, quoi, voilà. Ok, bien voilà, nous avions prévu d'écouter un extrait musical, mais on me fait signe que le temps passe à une vitesse éclair, et donc je vais respecter la production, comme on dit, hein, dans le milieu. Et donc surtout, arriver à la conclusion, au fond, de l'émission. Il y a quelque chose, en tout cas, qui serait intéressant, peut-être pour terminer, c'est effectivement ce que amène peut-être la recherche-action, Sophia. Oui, donc effectivement, donc d'un côté, les personnes qui vivent dans une situation de précarité sont parfois poussées, et ça les motive, ils se disent moi je veux sortir de cette situation-là, et donc ça les motive à pousser la porte d'un centre de formation comme le nôtre, mais à la fois vivre la précarité et puis subir l'activation des politiques, notamment la dégressivité des allocations de chômage pendant que les personnes sont en formation, c'est un frein effectivement pour la formation. Donc c'est cette tension-là permanente entre, quelque part, c'est un moteur, et en même temps les dispositifs politiques font que, et les réalités font que c'est un frein. Donc c'est vraiment, il y a une espèce de cercle vicieux dans lequel c'est difficile de sortir, et donc c'est notre travail de revendication au niveau politique. Eh bien voilà, justement nous avons tout prévu. Alors peut-être Michel, puisque tu es notre invité guest star au fond, hein, quelque part, si tu veux rajouter quelque chose à ce que tu as entendu. Avoir un monde sans pauvres. Voilà, sans pauvreté, mais avec les gens, en gardant les gens. Oh, oui, de préférence. Oui, c'est ça. Ok, bien, voilà. Donc, nous avons une conclusion spécifique dans l'émission, puisque c'est Aurélie qui va nous faire cela. Merci Aurélie d'avance.
Si le Brabant wallon a cette image de province huppée, des personnes en difficulté d'apprentissage y vivent. En 2017, 300 personnes ont suivi une formation chez Lire et Écrire. Un certain niveau de vie est requis dans le Béoué. Il est beaucoup plus difficile de vivre dans la précarité dans une province aisée. La dignité et l'amour propre en prennent un coup, la faute à la cherté de la vie et aux inégalités sociales. Dans une vision de la vie idéale, lire et écrire ne devrait plus exister. Mais tant que les écoles ne changeront pas leur méthode, l'association aura toujours du sens. Il faudrait un système scolaire plus efficace qui accepte tous les types d'enfants et tous les types de familles. Comme l'a dit Thierry, il faut d'abord s'attaquer aux causes du décrochage dans l'apprentissage plutôt que de commencer par les conséquences. Eh bien voilà, c'est sur les mots d'Aurélie que se termine notre émission. Pauvreté, formation, quelle misère. Il me reste à dire un grand merci à nos invités, Sophia, avec Jean, avec Tida, avec Zoé, avec Michel. C'est très bien, wow, je m'améliore de jour en jour. Et donc j'invite nos auditeurs à s'installer confortablement dans leur fauteuil ou devant leur PC, à continuer à nous écouter et même à partager sur Internet le fait que l'émission va se terminer à 18h, donc vous avez encore le temps de nous rejoindre. Et maintenant, une petite plage musicale, nous enchaînons donc avec Laurence des équipes populaires.